Bienvenue dans Objectif Tech, un podcast de Capgemini France. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce tout nouvel épisode d'Objectif Cyber, votre rendez-vous positif et inspirant avec des acteurs majeurs de l'économie française qui viennent partager leurs expériences, leurs problématiques, leurs stratégies pour vous encourager à ouvrir de nouvelles portes grâce à la cybersécurité. Aujourd'hui, je reçois Patrick Fay, responsable du service cybersécurité, connectivité et software pour l'UTAC. Et ensemble, nous allons parler de mobilité connectée. À quels besoins répond-elle ? Comment on sécurise ces véhicules connectés pour que les usagers ne soient pas en danger, évidemment, mais également pour qu'ils se sentent en confiance ? Qui réglemente et qui fait appliquer ces réglementations ? Donc si vous aussi vous vous posez toutes ces questions, alors vous êtes au bon endroit et on y répond maintenant au studio 147 de Capgemini. Objectif Cyber, une émission présentée par Camille Marc-Duras. Bonjour Patrick, bienvenue. Bonjour Camille. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous présenter l'UTAC et nous expliquer son rôle dans le paysage automobile et donc de la mobilité plus largement ? Oui, bien sûr. Donc, tout d'abord, l'UTAC, c'est l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle. On fête nos 100 ans cette année. On est connu principalement pour deux activités. En premier lieu, c'est nos capacités physiques et le fait qu'on soit un service technique. Nos capacités physiques, c'est un autodrome qui est dans la banlieue parisienne, à Linas-Montlhéry. C'est des pistes d'essai et dont certaines sont connectées avec des antennes 5G pour tester différents cas d'usage. Et le service technique que j'évoquais, chaque véhicule qui sort en Europe doit passer des homologations. On est reconnu comme service technique pour homologuer les véhicules, que ce soit en France, au Luxembourg, au Royaume-Uni ou encore aux Pays-Bas. Il y a plusieurs services techniques en Europe, mais nous, on a la charge de réaliser ça en France. Exactement. Et d'ailleurs, en France, vous avez donc ce qu'on appelle une délégation de service public, c'est ça ? Exactement, pour réaliser ces normes, notamment, par exemple, sur la cybersécurité. Tous les véhicules qui sortent aujourd'hui doivent respecter une norme qui s'appelle UNR 155. Le UNR signifie United Nations Regulations. Et nous, on a cette délégation pour homologuer les véhicules. En fonction de ces régulations et de ces réglementations. Et du coup, celles-ci, donc, ce sont vraiment des réglementations qui sont pures cyber ou qui en intègrent un petit peu, mais qui ne sont pas forcément que cyber. Donc l'UNR 155 est une réglementation qui est purement cyber, qui est vraiment dédiée à la cybersécurité. D'accord. Et la 156, du coup ? Donc la 156, c'est lié au software et ce qu'on appelle aux update software. Votre voiture, comme votre téléphone qui se met à jour la nuit de ces différentes applications. Aujourd'hui, on peut mettre à jour un véhicule la nuit sur des sujets qualité, par exemple, que vous ne verrez même pas. Et donc, il y a une norme qui réglemente le fait que la mise à jour s'effectue. Ouais, voilà. Donc, on n'est pas sur un sujet purement cyber, mais qui va inclure des dispositions de cybersécurité. Évidemment. Et alors, peut-être pour finir de poser le contexte, on va évoquer dans notre discussion les véhicules autonomes, les véhicules connectés. Est-ce qu'on peut passer peut-être une minute sur la distinction entre les deux ? Oui, bien sûr. Donc, les véhicules connectés, c'est tout simplement des véhicules qui donnent accès à des services débarqués. C'est-à-dire qu'ils ont un accès, notamment via le cloud, sur des applications. On peut penser à tout ce qui est Internet, à votre Spotify, à l'ensemble des applications que vous pouvez trouver. Alors que les véhicules autonomes, c'est des véhicules qui ont un niveau d'autonomie pour certaines fonctions de conduite. Il y a aujourd'hui 5 niveaux d'autonomie qui sont reconnus. L'ensemble des véhicules qui sortent en Europe ont un niveau minimum d'autonomie qui est le niveau 2. C'est-à-dire qu'elles sont capables de freiner à une certaine vitesse tout seul pour éviter quelque chose. Le maximum étant le niveau 5, qui sont donc les robotaxis. Le niveau 3, vous allez trouver ça sur les véhicules un peu premium, qui sont des véhicules notamment qui peuvent éviter une voiture qui fonce des obstacles qui foncent devant. Et le niveau 4, c'est les transports autonomes. C'est-à-dire que la différence entre le niveau 4 et le niveau 5, le niveau 4 réalise un trajet qui est connu à l'avance. Alors que le niveau 5, le robotaxi, ça va d'un point 1, ça peut aller de n'importe où. Selon la demande de l'usager, tout à fait. Ok, donc si on résume, tous les véhicules autonomes sont des véhicules connectés, a priori, mais tous les véhicules connectés ne sont pas forcément autonomes, puisqu'il n'y a pas forcément des niveaux de délégation de conduite suffisantes pour qu'on puisse les qualifier d'autonomes. Exactement. Ok. Une fois qu'on s'est dit tout ça,
Quels sont, selon vous, les grands enjeux de la mobilité connectée ? J'en vois deux majeurs. Le premier, qui est sauver des vies. En France, il y a encore 3000 morts à peu près par an sur les routes. Donc quand on parle de connecter, on peut parler de fluidifier la circulation, d'éviter certains accidents. Par exemple, un cas d'usage où un véhicule reçoit l'information qui va bientôt passer rouge et qui va trop vite, et qui doit freiner pour éviter une collision. Donc ça permet quand même d'éviter des accidents. Et le deuxième enjeu majeur, c'est tout ce qui est mobilité décarbonée. Ça permet de réduire l'impact carbone. Là encore, une application qui est assez connue en ce moment, qui est le véhicule to grid. C'est la capacité qu'a un véhicule à rendre de l'électricité au réseau. C'est-à-dire un véhicule électrique le soir à 19h. Il n'a pas forcément besoin de se charger. Il a besoin d'être prêt à 6h du matin. Mais il pourra commencer sa charge à minuit, par exemple. Et entre 19h et minuit, il peut rendre de l'électricité à un moment où il y a un fort pic, il y a un fort pic sur le réseau. Par ailleurs, sur le réseau. Ouais. Et au-delà de ces enjeux qui vont s'appliquer à tous les véhicules, qu'ils soient personnels ou professionnels, on a aussi des sujets plus spécifiques, peut-être sur certains secteurs en particulier, avec le transport de personnes, les services critiques, par exemple, la logistique. Effectivement, la mobilité connectée, c'est les transports collectifs, qui est un enjeu sociétal qui est très fort. Vous parliez à l'instant de la logistique, la logistique, notamment la logistique urbaine, la logistique du dernier kilomètre, on appelle ça comme ça dans les livraisons. Tout ça, c'est des enjeux il y a de forts enjeux sociaux derrière. Et donc, quand on parle de mobilité connectée, on parle aussi de l'acceptation sociale. À quel point on accepte que des véhicules, que des robotaxis. Il y a eu beaucoup d'exemples de fronde des habitants de San Francisco contre les robotaxis, etc. Donc il faut donner confiance, il faut qu'il y ait un gain pour l'usager. Et la cyber, je pense que ça peut faire partie des éléments qui peuvent donner confiance. C'est ça, pour rassurer. Pour rassurer que vous montez dans quelque chose qui est safe, qui vous mènera à bord. Maintenant, parlons-nous risques. Quels sont les risques cyber que vous identifiez pour tous ces véhicules connectés ? Les types de risques, on a l'habitude de faire encore une typologie. On aime bien les typologies en cyber. De classer. Et donc, il y a 3 types de risques. Le premier, c'est un risque lucratif. C'est le principal risque. C'est de se faire voler la voiture, son véhicule, par d'autres moyens que les moyens traditionnels. Via la connectivité, il y a des nouvelles portes d'accès qui sont sur le véhicule. Et donc, on sait qu'il y a d'autres interactions et on peut voler plus facilement le véhicule ou les données qui sont embarquées. On pense notamment aux données bancaires qui peuvent être dans le véhicule, notamment dans le cadre de la charge en électricité. Donc ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est un risque plutôt activiste. Donc là, c'est quelqu'un qui va commettre un hacking sur un véhicule pour faire passer un message. À titre d'exemple, l'an dernier, à Moscou, il y a des activistes ukrainiens qui ont créé un bouchon en envoyant l'ensemble d'une flotte de taxis à la même adresse. Donc c'est pas si compliqué d'un point de vue technique, mais c'est un effet, c'est un effet qui est forcément médiatique, parce que ça crée des bouchons, ça génère du stress et ça fait passer un message. Et enfin, c'est le dernier risque, c'est un risque ludique. On a vu dans l'automobile, mais un peu partout, une démocratisation du hacking. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent à hacker et à trouver des tutos qui sont assez ludiques parfois sur comment hacker. Et évidemment, hacker un véhicule peut refléter ce côté amusant. Et donc là, c'est le dernier... Pour s'amuser, quoi. Exactement. Ouais, c'est le dernier risque qu'on voit. C'est dingue. Et alors, vous ne mentionnez pas du tout le cas de figure qui finalement est assez présent dans l'imaginaire collectif et qui est certainement alimenté par les films, les séries, etc. Mais voilà, le scénario d'une prise de contrôle à distance du véhicule qui pourrait produire un accident et causer, dans le pire des cas, la mort du conducteur ou du passager. Est-ce que finalement, là, on est sur quelque chose qui est de l'ordre du sensationnalisme et rien d'autre ? Là, on est relativement dans le sensationnalisme. Donc, c'est évidemment un cas d'usage qui fait peur à tout le monde, mais qui paraît
infiniment compliqué à mettre en œuvre pour un gain qui est assez faible en fait. Et il faut tellement d'ingénierie pour réussir à bypasser à la fois le véhicule, l'ensemble des calculateurs. Ça nous semble quelque chose qui semble démesuré par rapport au gain qui est derrière, qui ne sera pas un gain ludique ni lucratif. On est vraiment sur quelque chose de l'ordre du fantasme, quoi, exactement. Finalement. Une fois que les risques sont identifiés, concrètement, comment est-ce que l'UTAC s'est investi dans cette démarche de sécurisation des véhicules connectés ? On a 2 types d'équipes chez nous. Une équipe qui est plutôt défensive et une équipe offensive. Donc l'équipe défensive va porter l'ensemble des sujets de gouvernance, de compliance, va maîtriser les standards, les normes. Donc les normes, c'est ce qu'impose la loi. Les standards, c'est plutôt ce qu'impose le marché. L'ensemble des réglementations, qu'elles soient françaises, européennes ou internationales, et qui s'assure que les véhicules sont conformes à ces exigences-là. Donc ça va être la partie vraiment défensive. Et une fois qu'on s'est assuré que le travail était bien fait, il y a la partie offensive, c'est réaliser des tests de vulnérabilité, des penetration tests, des pen tests aussi, on appelle ça comme ça. C'est s'insérer dans un système. Ça existe depuis assez longtemps dans le monde de l'IT et c'est vraiment maintenant développé dans les systèmes embarqués tels que l'automobile aussi. C'est ça, pour identifier les failles potentielles. Exactement. Ouais. Et alors du coup, en fait, qu'est-ce qu'on va sécuriser dans une voiture connectée finalement ? Comme dans tout système en cyber, on va s'assurer que les portes d'entrée, que les potentielles vulnérabilités sont bien sécurisées. Par exemple, le fait d'avoir un réseau Wi-Fi ou le fait d'avoir un réseau Bluetooth dans le véhicule, c'est fantastique, ça permet beaucoup de prestations, mais c'est aussi une nouvelle porte d'entrée. Et donc on va s'assurer que ces portes d'entrée sont sécurisées. Comment est-ce que vous testez ces véhicules qui arrivent chez vous sur ces sujets de cyber ? Vous testez en fait ces cas d'usage sur vos pistes d'essais connectés, c'est ça ? Oui, donc on a des outils pour tester, pour rentrer dans le véhicule. Et nous, effectivement, avec nos pistes, on a aussi la capacité à réaliser des essais en statique, c'est-à-dire à l'arrêt, ou en dynamique, en roulant. Un exemple qui est si un véhicule roule à 100 km/h et qu'un logiciel lui donne une information erronée sur la vitesse, le véhicule ne va pas du tout avoir le même comportement que si ça avait été envoyé à l'arrêt. Donc on peut tester ce genre de cas d'usage. Un autre exemple qui est relativement connu, c'est celui de donner une mauvaise information au conducteur sur l'état de ses pneus. Maintenant, les pneus sont connectés au tableau de bord sur l'état de la pression. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous donnez à un usager le fait que ces 4 pneus viennent de crever alors qu'en réalité, qu'ils n'ont pas crevé. Donc ça fait partie des cas d'usage qu'on peut tester. Très bien, alors. Avant de poursuivre notre conversation, je vous propose de faire une petite pause. Très bien. Pour notre chronique Cyber for Good. Pour nous, Capgemini, la cybersécurité permet d'œuvrer pour que les entreprises, les organisations et les individus, et y compris les plus vulnérables d'entre eux, puissent bénéficier pleinement et sereinement des technologies et des innovations du numérique. Et cette vision de ce que tous les professionnels de la cyber, au travers de tous les métiers de la filière, peuvent apporter à la société, c'est ce qu'on appelle Cyber for Good. Qu'est-ce que cette notion de Cyber for Good, ça vous évoque, cette notion sociétale finalement de la cyber ? La notion sociétale de la cyber, donc moi sur mon domaine, qui est en fait la mobilité, va être la capacité que chacun puisse rentrer en mobilité parce qu'il a des besoins. Vous avez besoin de déposer vos enfants, d'aller au travail, d'aller à un rendez-vous médical et que ça s'opère dans des conditions sereines, que votre véhicule soit là. On parle souvent dans la cyber du triptyque CIA, qui est confidentialité, intégrité et availability, disponibilité en français. Donc c'est la disponibilité de votre véhicule, c'est l'intégrité de votre véhicule, le fait que votre véhicule vous donne des bonnes informations, et la confidentialité, c'est-à-dire que ce qu'il y a sur votre véhicule reste pour vous. Et ça je pense que c'est important pour le bien commun, que chacun puisse se déplacer en toute sérénité. On a bien compris que l'UTAC jouait un rôle déterminant pour s'assurer de la bonne application des réglementations, puisqu'un véhicule en fait qui respecterait pas les normes, les standards, etc., ne pourrait tout simplement pas être mis sur le marché. Mais est-ce que l'UTAC a aussi la capacité d'influencer ces normes ?
Sur les normes comme celle UNR 155 qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est des groupes de travail qui se réunissent, qui essayent de comprendre quels sont les besoins de chaque pays. Chaque pays peut avoir des besoins différents en fonction de sa culture, de ses cas d'usage, de sa population, aussi de ses industries. Et donc, des représentants se mettent en commun pour construire une norme qui soit utile et qui soit applicable et qui ait un sens. Et nous, UTAC, on fait partie de ces groupes de travail pour influencer sur ces normes et construire les normes du futur. Comme on s'est dit que justement il valait mieux l'éviter, eh ben, j'ai quand même envie de revenir sur une discussion avec un prisme un peu sensationnaliste. Si on prend par exemple une série qui a eu beaucoup de succès dernièrement, donc la série Le Problème à 3 corps, qui met en avant des stratégies complexes de cryptographie, de contre-espionnage dans un contexte de tension technologique mondiale et même au-delà, et donc je n'en dis pas plus parce que je ne veux spoiler personne. Finalement, quel pourrait être l'impact de la cryptographie sur les secteurs de la mobilité connectée selon vous ? La plupart des certificats, donc c'est-à-dire des défenses qu'il y a sur certains véhicules, sont liés à la cryptographie. Donc c'est des chiffrements qui sont trop compliqués, trop complexes à casser avec des ordinateurs d'aujourd'hui. On sait qu'il va y avoir des ordinateurs quantiques dans le futur. Ces ordinateurs vont peut-être avoir lieu dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Ça, il y a encore un peu de doute. En tout cas, on sait que les véhicules sur lesquels les constructeurs travaillent aujourd'hui seront potentiellement dans la rue dans 4-5 ans et qui seront encore présents, qui seront encore vendus dans 15 ans. Et donc que ces véhicules-là seront en face de potentiellement hackers qui ont à disposition des outils quantiques pour casser les véhicules. Donc là, l'intérêt, c'est aujourd'hui de mettre dans les véhicules les gènes pour pouvoir updater les véhicules dans le futur, pour qu'ils soient upgradables. Ça fait beaucoup d'anglicisme et je m'en excuse. On a l'habitude mais qu'on soit en capacité d'améliorer les futurs véhicules. On ne sait pas encore quelle réponse on va donner maintenant, mais on sait qu'on aura une réponse à donner dans le futur. Et donc, il faut que ces véhicules-là portent ça en leur sein. Pour revenir aux anglicismes, vous appelez donc le Software Defined Vehicle, c'est ça ? Exactement. Ah. C'est la capacité donc à faire évoluer un véhicule via le software. Donc, et là, on reprend les normes qu'on évoquait tout à l'heure avec notamment l'UNR 156. Donc, c'est un véhicule peut prendre de la data sur des clouds et réaliser des échanges et des mises à jour et qui peuvent avoir lieu soit pour des besoins de sécurité, de qualité d'une part, ou soit des besoins de business. On peut avoir l'exemple de Tesla qui propose pendant les vacances des options pour si vous prenez la route sur de nombreux kilomètres. Et ça, ces options-là, elles sont activables et désactivables juste via l'appli. Voilà. Donc ça peut être ces deux pans-là. En présentant la série, donc Le Problème à 3 corps, je disais qu'elle se déroulait dans un contexte de grande tension internationale. Au-delà de la crypto et du quantique et du sujet technologique en lui-même, je reviens un peu à la réalité et même en l'occurrence à l'actualité géopolitique. On a aujourd'hui un sujet autour de la confiance. Et la question, c'est quelle confiance est-ce qu'on peut avoir dans des véhicules qui sont construits en dehors de l'UE, dans des États avec lesquels peut-être on peut avoir des tensions, il peut y avoir des tensions géopolitiques qui existent. Comment est-ce qu'on répond en fait aux enjeux stratégiques du marché de l'automobile en ayant en tête ces enjeux de confiance ? Comment est-ce qu'on maintient la confiance ? Est-ce qu'on doit interdire ces véhicules ? On a l'habitude de dire que l'Union européenne est une puissance normative. C'est-à-dire qu'on a une forte capacité à mettre en place des normes. Donc ces normes, ça donne le cadre. Et après, chaque constructeur, qu'il soit américain, chinois, français ou autre, doit respecter ce cadre, doit respecter cette norme-là. Les normes ne sont pas exactement les mêmes, que ce soit dans l'Union européenne, que ce soit sur la plaque Amérique du Sud ou autre. Donc, et souvent, les normes en Union européenne sont parmi les plus restrictives et font après état de l'art. Par exemple, la RGPD, qui est la norme sur les datas, sert de référence à tous les pays comme point focal qu'il faut viser. Si un véhicule est homologué pour l'Union européenne,
Après, il n'y a pas de raison de l'interdire. Après, là, on part sur des questions finalement qui sont plus géopolitiques et sur l'économie de marché, etc. Mais la règle du jeu technique, en tout cas, c'est si elle est homologuée, elle a droit de rouler. Ouais. Bon, c'est très clair. Toujours dans la série film à sensation forte, je pense au film Boîte Noire. Le dénouement révèle que la voiture du personnage principal, donc en l'occurrence interprété par Pierre Ninet pour ne pas le citer, est contrôlée à distance, ce qui mène à une conclusion plutôt tragique. Quel est votre regard sur les implications éthiques et puis les risques associés à la technologie du contrôle à distance dans notre vie quotidienne? La question sous-jacente, c'est est-ce que vous pensez que les avantages de telles technologies peuvent surpasser les risques potentiels? Oui, là en plus, pour revenir sur Boîte Noire, à partir de juillet, dans l'ensemble des pays européens, il y aura un data recorder, ce qui est une boîte noire propre au véhicule qui sera capable d'enregistrer les dernières secondes avant un crash. Comme dans les avions. Comme dans les avions. D'accord. Donc avec un peu moins ça n'enregistrera pas l'ensemble des voyages, mais ça enregistrera les 10 dernières secondes avant un crash. Là, pour revenir à votre question sur l'innovation, oui, il y a un concept qui est pour moi pas du tout antinomique de celui de l'innovation, qui est le progrès. Il faut que l'innovation ait un gain pour aussi les usagers. Et donc l'innovation doit être au service du progrès et que ce soit un gain pour la société. Je pense que c'est vraiment ça le fil conducteur. Il faut que ça ait un intérêt. Il faut que ça ait un intérêt pour le bien commun. La question qui suit, c'est vraiment... on a toujours ce dilemme traditionnel autour de l'innovation. Là, en l'occurrence, comment est-ce qu'on va encadrer le véhicule connecté d'une manière qui ne soit pas si restrictive qu'on se prive des opportunités offertes par ces innovations? J'imagine qu'on est dans quelque chose qui est un peu de la dentelle, finalement. Oui, évidemment. C'est toujours une ligne de crête entre le besoin d'innover et le besoin de laisser un terrain de jeu à l'ensemble de l'écosystème pour développer et innover. Et puis, d'un autre côté, réguler pour que ça ne parte pas dans tous les sens et que ça se fasse dans un cadre qui soit acceptable pour la concurrence, pour les usagers, pour l'ensemble. Il doit y avoir une valeur qui doit motiver en priorité absolue, c'est la vie humaine. C'est dès qu'il y a un risque qui pèse sur les vies humaines ou dès qu'il peut y avoir un doute, je pense que ça doit être ça la volonté de réguler derrière. Merci Patrick. Alors on va devoir arrêter notre discussion sur ce message qui est un message fort. Mais juste avant de conclure, je vais vous demander un conseil pratique. On le sait, la cybersécurité d'une organisation passe par des process, des technologies, par un sponsorship aussi au plus haut niveau, mais elle passe aussi et même surtout par l'humain. Pour vous, quelle est la bonne pratique la plus importante à mettre en œuvre au quotidien pour assurer une sécurité numérique optimale? Alors, je parlais des organisations donc au travail, mais aussi finalement dans sa vie de tous les jours, si on doit retenir. Là, puisqu'on est dans le monde de l'automobile, je vais rester dessus. Et notamment, si vous vendez votre voiture, faites toujours très attention aux photos, à la plaque d'immatriculation. On sait que les données que vous mettez sont souvent des mines d'or, notamment pour savoir si vous avez un tel véhicule à vendre et que ça se retrouve à telle adresse et que le véhicule est plutôt haut de gamme. C'est toujours très intéressant pour des personnes qui seraient motivées. Et si en plus vous mettez la plaque d'immatriculation, là ça devient vraiment beaucoup plus facile d'anticiper un futur vol, de créer une fausse carte grise, etc. Donc voilà. Et quand vous vendez un véhicule, essayez de limiter les données qui sont mises sur la place publique. Très bon conseil, effectivement. J'espère que ça inspirera nos auditeurs, effectivement. Merci beaucoup, Patrick, pour ce conseil et puis pour cette discussion tout à fait intéressante. J'aurais envie de la poursuivre encore longtemps. Et puis, merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Objectif Cyber. Merci, Camille. Et puis merci à vous tous qui nous écoutez. Si, comme moi, vous avez trouvé cet échange tout à fait passionnant, n'hésitez pas à nous accorder quelques étoiles, quelques cœurs ou quelques pouces sur vos plateformes d'écoute préférées. N'hésitez pas à repartager cet épisode sur vos réseaux sociaux et surtout, pensez à bien vous abonner pour être les premiers prévenus de la sortie de nos nouveaux épisodes. À très bientôt pour un nouveau numéro d'Objectif Cyber.